c'est le moment de se connecter, de demander à tout le monde de se connecter. On va parler un peu de ce qui arrive en version 13 avec la VSA. Première chose, vous l'avez peut-être déjà remarqué, il y a eu un update du licensing. Donc aujourd'hui, et c'est écrit c'est en gris, mais c'est juste stupide de l'avoir mis en gris dans les slides, c'est le fonctionnement aujourd'hui du modèle rental. Le modèle rental, c'est standard Enterprise Plus. Vous l'avez déjà, et ça va continuer à marcher en V13 Windows. D'accord? La version 13 Windows continue de fonctionner avec le modèle de licence que vous avez aujourd'hui. Ok? Pas de changement là-dessus. C'est pas prévu de disparaître. En revanche, il y a le nouveau modèle de licensing qui se cale, pour ceux qui sont familiers, qui se cale sur le modèle de licensing resell, donc revente. Quand un client aujourd'hui achète de la VUL, de la Vim Universal License, il achète forcément la suite, la Vim Data Platform, Foundation, Advanced et Premium. Ça, c'est les licences que le client, quand il achète. Et le but du jeu, c'est d'harmoniser le segment des services providers avec le segment client, pour que quand vous êtes, par exemple, en train de répondre à un client et que vous répondez en Foundation, bah, que le service provider ou que le reseller, ils répondent tous les deux en Foundation et qu'on ne soit pas en train de s'arracher les cheveux à savoir qui fait quoi, c'est quoi les différentes features, les éditions, etc. Donc, vous pouvez rester comme vous êtes aujourd'hui avec la version, vous pouvez upgrade en version 13 sur Windows et vous pouvez rester avec vos licences standard Enterprise Plus, pas de changement. En revanche, si vous voulez bénéficier des nouveautés, donc la Vim Software Appliance, donc c'est notre appliance Vim sous Linux, et j'en parle juste après, il faut obligatoirement passer dans ce nouveau modèle de license. Et ça ne vous échappera probablement pas que c'est du coup Foundation, c'est de l'Enterprise Plus. C'est le même prix, c'est 11 points. Mais ça veut bien dire que pour avoir la software appliance, les updates gérés par Vim, l'OS géré par Vim, etc., c'est le prix de l'Enterprise Plus. Vous n'avez pas de software appliance en standard, vous n'avez pas en enterprise, vous l'avez pas en community, vous l'avez pas en NFR. Ok? Il faut, parce qu'il y a du support de gestion d'OS derrière, de gestion d'update. Donc, si jamais vous voulez rester, vous voulez passer en V13 et rester avec vos licences standards entreprise ou Essential, tout ça là, community, aucun problème, mais vous restez du coup sur du Windows. Si vous voulez la VSA, il faut passer sur les nouvelles licences. Et donc, dans votre contrat Pulse, vous avez la possibilité de générer aujourd'hui des licences Foundation, Advanced et Premium. Socket, non, il n'y a pas de non plus. Pareil, socket, donc pour les clients qui seraient en socket, il n'y a pas de passage en VSA possible. Ça fait Socket des uniquement en Windows. sockets, pareil, uniquement Windows. Ça fait longtemps, on va pas se mentir, que la corp, que Vim tente de faire passer ses clients sur ce modèle locatif. C'est une arme supplémentaire, hein, clairement. C'est une arme technologique supplémentaire. Ça ne restera rien. Vous avez toujours la V13, vous avez toutes les features, vous avez toutes les nouveautés. Mais si vous voulez la VSA, il faut de la VUL, VDP, Foundation Advance ou Premium. Combien de temps avant que les anciennes licences disparaissent? Eh ben, là, je peux sortir mon doigt mouillé comme ça. Hop, et j'en sais rien. Aujourd'hui, moi, quand je pose la question, on me dit non, t'inquiète, c'est pas prévu pour disparaître. Hein, et là, je te fais petit clin d'œil. Probablement, je sais pas, 3, 4 ans, j'en sais rien, tu vois. C'est sûr qu'à un moment, ils vont harmoniser les licences et ils vont arrêter de s'embêter. Mais par exemple, un client, depuis très longtemps, depuis 5 ans, il peut pas acheter du standard. Le standard n'existe plus pour un client et on l'a gardé pour les services providers parce qu'un service provider qui a fait tout son modèle économique sur du standard, par exemple, eh ben, on va pas lui dire du jour au lendemain, tiens, tu peux plus l'utiliser. Donc en fait, ils ont été assez, ils ont gardé le legacy quand même. Toujours, regarde, le standard n'existe plus que pour les services providers. Donc peut-être que ça va rester indéfiniment. Hein. Pourquoi les VBR V13 parce que tu peux avoir ton VBR V13 Windows soit en Foundation, soit en standard Enterprise Plus. Tu peux pour le coup Windows, c'est disponible dans les deux types d'éditions de licence. Oui, mais si le client a 4 users, c'est-à-dire user, 4 VM tu veux dire peut-être, Julien. Pourquoi avoir mis Windows des deux côtés si ça peut rester comme avant? Pas parce que Windows tu peux l'avoir Foundation et tu peux l'avoir standard Enterprise Plus. C'est pourquoi c'est Alors les que deux. la VSA, c'est from scratch et tu es obligé de passer sur du VDP, du Foundation. Tu n'as pas ces modèles de licence standard Enterprise Plus. C'est directement la VSA, c'est de la VUL, donc Enterprise Plus obligatoire.
Équivalent de Enterprise Plus égale Foundation. VDP Advanced, c'est avec le monitoring, oui. Donc Vim1, c'est 2 points. Donc si tu prenais l'ancien modèle, tu prenais Enterprise Plus à 11 points et tu prenais Vim1 à 2 points, ça faisait 13 points. Et ben Advanced, c'est 13 points. Il n'y a pas d'augmentation de prix, les gars, hein. Et il y a même une réduction de prix parce que Premium, c'est VBR 11 points, Vim1 2 points, VRO qui était à 10 points, ça faisait 26 points, ça faisait 23 points. Non, c'est 11. C'est 11 plus 2. La réplication, c'était 11 points. Enfin, le VRO, c'était 11 points par VM, plus 11 points d'Enterprise plus 2 points de monitoring. Donc, ça Ok. fait 24 au total. Ça fait Et les 24 dans mécaniques, l'ancien modèle. Dans le nouveau modèle, avec l'édition premium, ça fait plus que 16. Waouh, le chat, quand on est 300, quand on est 300, ça pique, hein. alors, Donc oui, la réponse, donc Vim1, pas de changement, c'est toujours Enterprise plus 2 points, donc ça fait Advance, ça fait 13 points. Oui, ça picote. Si aujourd'hui tu es en entreprise et que tu veux passer en VSA, donc tu es obligé de passer en Foundation, donc tu passes de 9 à 11. Alors tu gagnes des features, hein, tu gagnes en MCO, c'est-à-dire que tu n'as plus à mettre à jour tes OS, c'est Vim qui le fait. Tu n'as plus à maintenir le côté sécurité, parce que c'est déjà Disastig, etc., on va le voir. Donc normalement tu gasques et tu n'as plus de licence Windows. Donc si tu payes pas ta licence Windows et que tu réduis ton MCO, 2 points de plus par VM, ça peut valoir le coup. Je dis pas que c'est le cas, c'est possible. Mais sinon, vous pouvez parfaitement rester en Windows. Sur la VSA, on l'ensemble des paramètres de configuration ou devons-nous rester sur Windows? Donc on va le voir dans la VSA, tout ce qu'on peut faire. 4 utilisateurs à sauvegarder. Alors je suis désolé Julien, mais là en fait on est sur le modèle des Vim Backup et Réplication. Et Vim Backup et Réplication, VDP, etc. C'est la sauvegarde de machines virtuelles, de VM, etc. On n'est plus du tout dans le scope sauvegarde d'utilisateurs VDC, M365 et tout, etc. Donc ça n'a pas. Je pense qu'il y a un petit raté. Migration, on va en parler. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Merci pour le feedback. Si tu as des numéros de case, on les prend. Il y a Nicolas qui nous fait des questions en anglais. Waouh. il y a Soleil. Ah, je pense que c'est la réponse de la software appliance. Yes, all existing Vim customer are eligible to use without. Oui, oui, bah yes. Je confirme. Si, vul, ok. Mais si jamais c'était des vieux produits, c'était pas le cas. VBR Windows et VSPC 9. Migration, on va en parler. Premium nécessaire pour le achat, on va en parler. Ouais. Christophe nous confirme que de toute façon l'ARR c'est bien connu pour tous les clients, hein. Donc Vincent nous veut une comparaison des fonctionnalités entre standard, entreprise plus, foundation, advanced et premium. Oui, et ben je vais t'envoyer les liens après, parce que on a déjà le one pager avec alors c'est 2 PDF, mais on va vous le trouver. Vous avez testé la VSA avec des licences virtuelles? Non, c'est quasi sûr que ça marche pas, hein. Foundation, on a accès à toutes les fonctionnalités en Enterprise Plus? Oui. Foundation, c'est l'équivalent de l'Enterprise Plus. Et on vous enverra, je vais vous mettre dans le lien le PDF après, quoi. L'entreprise de l'équivalent, oui, bah voilà, l'entreprise, l'équivalent de Enterprise Plus, c'est Foundation, hein, c'est pour ça que c'est le même point, c'est le même prix. Oui, Premium, on a une grosse diff de prix. C'est beaucoup plus intéressant de passer en Premium que d'ajouter tous les produits unitairement. VSL Cloud Connect, on va en parler. Et Sébastien, il s'est fait un petit week-end au calme. Je me suis sorti avec désinstallation complète, Vim, VSPC, Postgre, SQL Server, réinstallation et restauration de la conf. Petit week-end sympa pour Sébastien. Allez, ça c'était Et l'aspect licence parce continue. que c'était important de bien comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas une évolution de prix, c'est juste un changement de paradigme pour passer sur le même modèle que reseller. Par contre, ça vous oblige à, si vous voulez le nouveau produit qui s'appelle VSA, qui voulait voir la software appliance sous Linux, qui est un produit à part entière, hein, parce que les features de la V13 c'est les mêmes, hein, Windows Linux. Mais les features de la VSA,
c'est des features spécifiques à la VSA, et donc ça se paye en étant à minima en Foundation, équivalent d'Enterprise Plus. Du coup, voilà, vous retrouvez le détail des éditions, je vous le passe, vous les aurez, donc on est en Q4, tout est disponible, et vous aurez les slides après. Donc, c'est parti, Vim Software Appliance. On va essayer d'avancer un peu plus vite. Pourquoi? Parce que vous en avez besoin, c'est préordonné, ça simplifie le déploiement, et de toute façon, c'est un ISO, donc vous pouvez l'installer à peu près sur ce que vous voulez. Donc vous avez deux modèles de déploiement. Vous allez soit avoir un ISO, donc vous pouvez le télécharger sur le site de Vim, vous bootez sur l'ISO, vous avez à gauche Vim Backup Application, Enterprise Plus. Enterprise Manager, pardon. Ou alors vous avez un OVA qui est aujourd'hui disponible sur VMware. Si jamais vous voulez déployer sur les marketplaces, c'est pas encore disponible, donc Azure AWS, c'est en train d'être build pour les marketplaces. Ils vont réfléchir à un OVF plus tard, mais pour l'instant, voilà, les deux modèles de déploiement, c'est ISO, et vous, donc un ISO, vous pouvez le booter à peu près sur tout ce que vous voulez, physique ou virtuel. Et ensuite, vous avez aussi l'OVA sur VMware. Pourquoi l'appliance l'intérêt, c'est qu'elle est didastique. Didastique, c'est l'équivalent de l'ANSI américaine, si on peut dire. Et donc, il y a plein de sécurité intégrée, le MFA obligatoire, tout ce qui va être list privilège, le SSH désactivé, une interface web, un logout, un security officer. Il y a plein de features dedans qui sont extrêmement sécurisées. Je te laisse regarder les questions, Lolo, parce qu'il faut qu'on avance. Oui, j'y suis. Ouais. Du coup, sur cette appliance, on peut pas installer ce qu'on veut, d'accord? Pas de tape server sur le backup server, d'accord? Le tape server, c'est un rôle qu'on ne peut pas installer sur un backup server et on ne peut pas faire et on peut faire de la sauvegarde comme mode network. Tous les rôles sur le serveur de backup qui nécessiteraient d'être en route ne sont pas disponibles. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont restreintes. Donc votre appliance, elle peut faire plein de choses, mais elle peut pas tout faire. Faut garder ça en tête. L'avantage aussi, le gros avantage de cette appliance, c'est comme tout, comme c'est une appliance, il y a la partie update, d'accord? Donc on teste en amont, on a notre repo Vim avec le test, c'est du Rocky Linux modifié, on teste les pages de sécurité, une fois que c'est validé, on les déploie, on les met à disposition. Donc vous avez un updater qui permet de justement gérer les mises à jour. Si jamais vous voulez, si jamais vous avez besoin d'avoir une infrastructure déconnectée, vous pouvez cloner le repo. Donc c'est du Linux, il y a toute une procédure pour cloner le repo, avoir le repo par exemple sur une infra en local, et qui est juste ce repo aurait accès à Internet pour récupérer les mises à jour, et ensuite tout votre parc de VSA et d'infrastructure appliance se connecte à ce repo local pour mettre à jour sa distri. First boot, donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaîtraient pas. Au moment où vous bootez sur l'ISO, vous allez avoir les licences que vous lirez jamais, vous allez faire accepter. Ensuite, vous allez définir le hostname, c'est juste le nom. Et ensuite, vous allez définir toute la partie réseau. Donc, vous allez pouvoir faire plein de choses, IP, DHCP, c'est faire du NIC bonding, advanced configuration, etc. Ça peut aller dans toutes les configs Linux qu'on connaît de gestion du réseau. Ensuite, vous configurez votre serveur de temps. Vu qu'il y a du MFA, c'est important d'avoir du serveur de temps. Et ensuite, vous avez la partie administration du host. Donc, en gros, c'est l'équivalent du compte local admin. Et il est très compliqué. Enfin, il faut un mot de passe compliqué. Donc, le mot de passe d'Isastig de mémoire, c'est genre 16 caractères, pas de 3 caractères qui suivent, etc. Bon, c'est du fun. Et le MFA obligatoire, donc vous avez le code ou le QR code pour activer le MFA pour pouvoir avoir ce compte admin qui a du MFA en local. Je ferai une pause sur les questions après si tu veux, Lolo, mais vous avez aussi la partie, du coup Security Officer. C'est un deuxième rôle. C'est-à-dire que tous les changements, si vous activez le Security Officer, attention, il ne fait que le Security Officer est juste là pour approuver. Donc en gros, il se connecte à l'interface web, il se connecte avec le compte Security Officer, qui est pareil, logging, mot de passe et MFA, et il y a plein d'actions qui sont nécessaires dans l'interface pour que le Security Officer doit valider. Si vous essayez de changer un mot de passe route, un mot de passe, si vous essayez de, je sais pas moi, d'activer le SSH, de changer des configurations qui sont dites euh, dangereuses, eh ben, ça va demander un approval au Security Officer. Donc voilà, c'est directement ordonné. C'est pas obligé d'avoir un Security Officer, mais vous pouvez le mettre en place. Une fois que vous avez fait tout ça, suivant, hop, la VSA a démarré et vous avez deux interfaces. Une interface qui s'appelle le Host Manager, c'est la fameuse interface où vous avez vMadmin et Security Officer, vous connectez MFA et vous pouvez changer hostname, etc. Et l'interface ensuite, vraiment VBR. VBR que traditionnel, vous avez deux façons d'y accéder, c'est la même chose, on verra sur Windows, c'est client lourd et client web. On a un client web qui est la nouveauté de la version 13, que ce soit Windows ou Linux, vous avez un client lourd et un client web. Le client lourd ne tourne que sur Windows, bien entendu.
Si jamais vous avez besoin de prendre cet ISO et d'en faire un ISO de boot sur une clé USB, c'est documenté dans le user guide. Si vous prenez Rufus, il faut mettre en mode DD image, voilà, et pas ISO image. Point. La host management console, donc les questions. Est-ce qu'il y avait des trucs Il y a des installs. Est-ce qu'on peut installer l'ISO sur Nutanix ou... L'ISO, on peut l'installer n'importe où. Voilà, tu peux boot à peu près n'importe où. Peut-être pas sur les clouds publics, mais tu peux l'installer sur Proxmox, Nutanix, ce que tu veux. L'ISO, il n'y a pas de contrainte là-dessus. Sébastien Ruel qui devait être en early release, parce que la VSA du coup était déjà disponible en early release. Dès qu'on a sorti la GA, hop, update automatique pendant le week-end en 3.01. Donc c'était transparent, c'est cool. La mise à jour de VSA est top, les admins Linux sont aux anges. Bon, bah tu vois, c'est cool à entendre. VSA testé quelques semaines, l'ajout du storage en SMB, NAS a galéré. Alors essaye avec la version GA, puisqu'on a sorti il y a à peine une semaine la GA. Avant c'était l'early release, donc la 13.01 c'est la GA. Ça vaut le coup de réessayer. Est-ce qu'on peut installer un EDR? On verra, mais non, tu peux rien installer sur l'appliance. C'est le concept d'une appliance. Est-ce qu'on peut noter des volumes en iSCSI? Non, on peut rien monter en iSCSI. De toute façon, l'appliance VSA là, c'est serveur Vim. Probablement, t'as pas envie d'installer pour réduire au maximum la fenêtre d'attaque, tu n'installes rien dessus. Plutôt que de faire une upgrade du VBR ou de partir sur un abonnement de VSA, est-ce que restera-t-il que la VSA? Non, Erwan, parce que moi j'ai du mal à la question parce que c'est tout petit. Non, c'est pas prévu qu'il ne reste que la VSA. Ok, oui, Anton Kostev, notre CPO, aimerait bien qu'on ait qu'une appliance à terme, parce que l'intérêt c'est que le contrôle qualité est beaucoup plus facile. Mais pour l'instant, c'est pas du tout prévu. Donc à court terme, moyen terme, long terme, je dirais 2-3 ans, c'est pas prévu. 80% du code, c'est le même entre Windows et Linux, hein. C'est du .NET, donc ça change rien. Vous trouvez la procédure pour cloner le repo? Ah, eh ben, je la retrouverai celle-là, hein. Je sais pas, mais c'est une procédure standard de clone de repo Linux, mais je sais que j'ai vu un blog post à ce sujet-là. La VSA a-t-elle besoin de connexion Internet? Bah, si tu veux mettre à jour, oui. Si tu veux pas mettre à jour, tu peux rester en système isolé. Une version d'appliance pour Hyper-V, je pense pas. Il faudra faire un boot sur ISO et il y a une petite partie automatisation du déploiement que j'en parlerai après. Oui, on est d'accord que cette distri peut être suivie par la VSPC. Bien sûr, la VSPC en version 9 qu'on verra après supporte la VSA. La VSA marche bien sur Proxmox, nous dit Vincent, merci. Mode community, non, il n'y a pas de community sur la VSA. Il faut directement passer sur une licence Foundation. Si tu veux faire un POC, tu peux télécharger une trial de 30 jours. À quand l'upgrade? On va en parler. Enterprise Manager, il n'y a aucune nouveauté sur l'Enterprise Manager, mais tu l'as sous Linux. Repo immuable, on va en parler. Oui, les plugins storage sont disponibles sur Linux. Ok, ça sort des questions. Je vais continuer du coup sur l'appliance pour l'instant avant de continuer sur les questions. Alors donc, vous n'avez pas besoin de compétences, c'est le concept d'une appliance, d'accord. Une fois que c'est configuré, vous avez ce host manager sur laquelle vous allez vous connecter et avoir directement tous les paramètres, update, user enroll, remote access, network time. Voilà, pas besoin d'apprendre à faire du shell. Je passe rapidement sur toutes les interfaces. Ça, c'est l'interface network. Et de toute façon, j'ai déjà fait une vidéo YouTube à ce sujet-là, mais comme ça, vous avez les slides. Configuration du temps. Là, c'est les remote access. Par défaut, vous avez l'host manager qui est disponible. Vous pouvez l'enlever si vous voulez réduire encore la surface d'attaque. Et le SSH qui est désactivé par défaut et que vous pouvez activer, mais juste pour le troubleshooting, c'est conseillé. Si jamais vous avez configuré le Security Officer, c'est recommandé, hein, mais ça permet d'avoir plus de sécurité, mais ça peut être plus lourd au quotidien. Vous allez vous connecter avec le Security Officer, ça va changer le mot de passe à la première connexion. Vous allez avoir un recovery token qui vous permet de reset le mot de passe à garder de côté, comme ça vous avez une deuxième sécurité. Et ce Security Officer, une fois qu'il se connecte, eh ben, il va pouvoir valider les rôles. Donc les rôles d'ailleurs, quand vous voulez créer des rôles, vous pouvez en créer des nouveaux. Et donc vous avez host admin, security officer et user. Et le user, c'est des rôles qui sont notamment uniquement qui servent qu'à VBR. Parce que c'est comme un Windows, quand vous créez des rôles Windows locaux, vous pouvez ensuite les affecter au VBR. C'est deux choses séparées. Vous avez l'appliance Linux avec les systèmes de user locaux, et ensuite on verra qu'on a les rôles et les utilisateurs VBR purs.
Et donc par exemple, vous avez besoin de une lock, un utilisateur. Si jamais il a fait 3 erreurs, c'est dysastic, 3 erreurs de mot de passe, vous êtes lock. Vous avez aussi l'infrastructure lockdown. Ça c'est intéressant, directement sur le host manager toujours. Si jamais vous avez par exemple fini de configurer vos repositories, fini de configurer des proxys et que vous voulez plus que ça bouge cette infra, parce que si jamais un attaquant prend la main sur le VBR, eh ben, vous pouvez locker l'infrastructure. Donc vous faites un lockdown sur la partie host manager. Vous pouvez toujours faire des jobs, vous pouvez toujours éditer des jobs. La partie job et configuration, ça ne change rien. Mais toute la partie infrastructure, ça évite par exemple que quelqu'un mal intentionné rajoute un repository par erreur ou pour le plaisir et fasse un backup copy sur un truc non autorisé. Vous pouvez faire un lockdown de l'infrastructure. Vous avez accès dans la partie log et services. Vous pouvez aussi redémarrer tous les services. Donc vous allez avoir tous les services, les mêmes que sur Windows. Vous ne serez pas perdu. Vous pouvez les redémarrer si jamais il y a des problèmes. Vous avez la partie host configuration. Vous allez voir les configuration files. Et donc pour ceux qui sont familiers de tout ce qui va être regedit, de tout ce qui va être configuration custom à mettre dans clé de registre, et ben c'est des config files, c'est des points conf que vous retrouvez dans cette partie-là. Vous pouvez importer, exporter et directement, par exemple, changer dans etc host la partie DNS, si jamais vous avez besoin de modifier les DNS avec des routes physiques ou de changer des registry keys. Vous avez tout à dispo ici. La partie event, forcément avec tous les log event, et ensuite la partie log tout court. La partie log, vous pouvez créer des supports, des log bundles, où ça fait créer, vous choisissez ce que vous incluez dedans, database et log de VBR si besoin. Donc si vous avez problème juste de VSA, vous pouvez créer des logs pour VSA, pour l'applicatif complet, et tout ça, vous faites download et vous l'envoyez au support, ça vous permet d'avoir tout ça sans avoir à jamais besoin de vous connecter dans l'interface graphique. Et ça, bombarde de questions. Donc, autre chose, si jamais vous avez besoin d'installer un management agent. Management agent, on va le voir dans V1 et VSPC, mais en gros, le management agent, c'est par exemple de la VSPC, quand vous avez besoin de monitorer la VSA, il faut installer un agent. D'accord. Quand vous cochez la case, j'accepte que ce service provider manage mon infrastructure, vous allez vous retrouver avec l'agent de la VSPC qui s'installe. Par défaut, on n'a rien le droit d'installer. Donc pour donner les droits d'installer ce type d'agent, il faut aller dans la partie Data Collection et dire OK, j'accepte que ce host soit disponible pour faire toute la partie installation d'un agent de monitoring de management system. C'est que des agents qui sont remote signed, donc des agents qui sont signés par Vim avec notre clé de chiffrement pour que quand on rajoute l'agent, en plus il valide que c'est bien le certificat Vim, etc. pour Vim1 et la VSPC. Si jamais vous avez un security officer, il faut qu'il valide. Donc imaginez, ça fait 3 étapes. Hein. Vous appuyez sur le bouton parce que vous avez besoin de rajouter la VSPC, de manager depuis la VSPC. Vous avez un security officer, il faut qu'il se connecte pour dire oui, j'accepte. Et ensuite, vous allez rajouter depuis le VBR la partie logging, password, j'accepte que mon service provider manage mon infrastructure. Ça, c'était l'interface web. Et ensuite, on a l'interface qui s'appelle Textual User Interface, la TUI. C'est l'interface vraiment quand vous connectez en console. Parce que vous pouvez désactiver le host manager, d'accord? Et donc si jamais vous désactivez le host manager, vous pouvez parfaitement avoir juste l'interface graphique de la console. Et donc c'est un peu plus limité, mais vous avez plein de choses, notamment la possibilité de configurer le réseau, de configurer tout ce qui va être SSH, de limiter les différents accès, etc. Donc vous pouvez vous connecter dessus, vous avez à peu près la même chose que le host manager et vous en avez moins. Donc si vous voulez vraiment lockdown votre infra au maximum, vous pouvez même désactiver le host manager et être limité à n'avoir que l'accès en console. Si jamais vous voulez, vous pouvez quand même être root sur la machine, d'accord? Vous avez le bouton dans host manager et vous avez le bouton dans la partie TUI. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement vous connecter en TUI ou en SSH si vous l'avez activé, d'accord? La console ou le SSH, normalement, vous demande le MFA, donc multiples couches de sécurité encore. Oui, même le SSH va vous demander le MFA. Et une fois que vous arrivez sur la console, il faut taper cette petite ligne qui s'appelle OPT, Vim, Host Manager, Vim Manager TUI. Ça vous refait rentrer vos credentials, login, password, MFA. La sécurité a des fois un peu trop, quoi. Et à ce moment-là, vous avez accès au compte route. Il y a, je ne sais pas si je l'ai là, mais il y a donc une KB du support qui vous dit si jamais vous faites des modifications système qui ne sont pas supportées, et ce qui n'est pas supporté, c'est tout ce que vous ne pouvez pas faire dans l'interface TUI ou dans l'interface Host Manager, dès que vous allez trop loin dans la configuration et que vous faites des modifications, que vous rajoutez des packages, que vous rajoutez des outils, que vous faites ce que vous voulez dedans, et ben vous n'êtes plus supporté. Le support, si vous ouvrez un case et que ça ne marche pas
et qui détectent que vous avez fait des modifications dans l'appliance, ils peuvent vous dire désolé, ça vient des modifications non autorisées, merci, au revoir. Donc vous pouvez avoir un accès root, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais vous exposez à le fait de ne plus avoir de support. Donc dans la partie, vous avez donc comme à la configuration la partie réseau avec la partie Advanced Network Options, vous pouvez faire des bonds, la partie voilà, bind de cartes, etc. Et ensuite, juste un petit détail encore, on a la partie Update Management. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si vous avez plusieurs serveurs déployés, la VSA et notamment, on va voir ces petits copains qui s'appellent les infrastructures appliance. Et bien, depuis une VSA, vous voyez tous les serveurs qui sont gérés par cette OS Vim et vous pouvez gérer les mises à jour de tous les OS Vim depuis la VSA. Si jamais vous avez besoin donc vous voulez pas avoir accès à Internet, ce qui est normal, vous pouvez mettre un proxy HTTP, d'accord? Donc vous activez le proxy HTTP et c'est via le proxy qui va récupérer les updates, d'accord? Vous pouvez aussi utiliser la Service Provider Console pour manager les updates de plusieurs serveurs. Et ça, ne me demandez pas, je ne l'ai pas testé. Et si je dis pas de bêtises, vous avez donc la possibilité de cloner le repo pour choisir non plus un proxy HTTP, mais un repo local. Les updates, vous en allez avoir plusieurs types, les mandatory updates, les optional updates et les hotfix, d'accord? Donc, vous avez vu en bas, il y a écrit update local file. Il y aura probablement dans le futur la possibilité, donc en offline, enfin c'est même sûr, d'avoir les updates en offline pour les faire à la main sans avoir à être connecté à Internet. Pour l'instant, vu qu'on n'a pas fait d'update, je peux pas vous dire, mais on aura probablement les updates produits qui seront en update en file local. Les updates de sécurité, les updates système, je ne sais pas. Mais voilà, vous allez avoir différents types d'updates qui vont être disponibles, tout ça dans l'Update Manager. Et dans les settings, c'est là où on va voir la partie update automatiquement, par exemple pour les updates de sécurité, toutes les semaines, au maximum 30 jours, custom repo, et vous pouvez sélectionner un custom repo pour aller justement pointer vers un repo local plutôt qu'un repo qui serait dans le cloud. Cette VSA s'accompagne du coup d'une Web UI, et ça on a déjà parlé au dernier Technical Code Club, mais cette VSA ça s'accompagne d'une Web UI, donc Windows ou Linux, vous aurez accès à une interface web. Les deux vont être, donc ils l'appellent Preview parce qu'il n'y a pas tout dedans. Les deux vont coexister. Ils aimeraient bien fin 2026 avoir tout dans l'interface web. Voilà, c'est Anton qui tente, Monsieur Gostev, notre CPO, qui tente d'avoir fin 2026 tout dans l'interface web. D'accord? Donc de porter toutes les features du client lourd. Pour l'instant, il n'y a que Hyper-V et VMware dans le client, dans le client web. Il y a le dark mode, blablabla, c'est du 443, bon, on en a déjà parlé. Et c'est la même chose, donc à gauche vous avez le client lourd, par exemple Guest Processing, et à droite vous avez l'interface web, Application Aware Processing. Donc la console, elle est toujours besoin, probablement le client lourd vous en aurez toujours besoin sur votre serveur de bon, etc. Puis en plus, toutes les API ne sont pas disponibles, donc c'est en train de travailler là-dessus. Avant que je passe sur après, est-ce que il y avait des questions, Lolo, auxquelles on n'a pas Ouais. répondu? Juste ouais, il y a une question. Comment on surveille ton bordel avec notre outil de sup préféré? Ok, je viens après. Ok. Est-il possible de monitorer l'appliance avec un outil type Oui, bah, Centréon? ça vous inquiétez pas, c'est la question à 1 million. La supervision SNMP, Vim, BR, V13. Bon, ça rejoint un peu. Oui, Bon, j'ai couvert quasiment toutes les questions là, ok. Il quasiment. y a une Donc question, voilà, c'était tu peux repo continuer. immuable pourra être également sur ce serveur ou c'est préférable sur un autre serveur. Donc par défaut, quand tu installes ta VSA, tu as le repo. Je crois que c'est un slide, mais je suis pas sûr. Par défaut, quand tu installes ta VSA, tu as le repo qui est disponible, qui est un repo immuable, mais pas ardonné. On considère qu'il n'est pas ardonné parce que comme il est sur la VSA et qu'il y a VBR et qu'il y a plein d'autres choses qui tournent dessus, vu que c'est du XFS, que c'est du Windows, etc., il est dessus. Donc tu peux utiliser le deuxième disque de la VSA comme repository. Par défaut, de toute façon, il est configuré, mais c'est forcément pas recommandé. Ce sera toujours plus sécure d'avoir un serveur à part. Question, avant que tu continues. Le MFA dans la console Vim n'est pas le même que le MFA dans la VSA pour le compte Vim Admin. Est-ce normal? Oui, pour l'instant, donc quand vous créez cette VSA, vous la déployez, vous avez un compte Vim Admin et vous avez un compte Security Officer du Host Manager. D'accord? C'est le Host Manager. On a vu qu'il y avait différents rôles tout à l'heure. Quand ce même Vim Admin
vu qu'il est administrateur de l'AVS, du Host Manager, il est aussi administrateur du VBR, d'accord? Et si vous vous connectez sur le VBR avec ce compte vMadmin, en revanche, le MFA n'est pas le même. C'est le même utilisateur, et ça embête, je vais être poli, mais ils vont le corriger. Pour l'instant, en gros, c'est 2 codes MFA différents. C'est le même user, mais c'est 2 codes MFA. Tu as un MFA pour le Host Manager et tu as un MFA pour le VBR. Voilà, c'est ça qui est un peu troublant. Est-ce que la compatibilité avec un repo S3 est prévue? Alors oui, il n'y a aucune contrainte là-dessus, hein. Tu avais ça, tu peux faire clic droit, ajouter un repo de type S3 compatible, Vault, tout ce que tu veux, et tu pourras directement rajouter ton repo, il n'y a pas de contrainte là-dessus. Si on veut continuer à faire du direct SAN, eh ben, si tu veux faire du direct SAN, tu as intérêt à avoir des proxys. Tu peux avoir ta VSA toujours, mais ça, c'est juste ton serveur. Et à côté, tu as toujours besoin de serveurs physiques, proxy VMware, probablement Windows. Je crois qu'il y a mais j'ai jamais testé. Je crois que l'infrastructure Appliance, elle a la partie proxy FC, direct FC. Donc pour moi, je pense que c'est bon, mais dans ce cas-là, ça c'est toujours un serveur physique qui est zoné comme tes ESX pour faire du direct SAN access. VCC, j'en parle après. T'as répondu à tout ça, je sais pas. Hein. Oui, ça ressemble à l'interface d'une console SX, et tant mieux. Les gens seront pas perdus. Je pense qu'ils n'ont pas eu besoin de réinventer la roue. Comment on va, nanana, Centréon, SNMP, nanana. Est-ce MFA, c'est pas qu'avec le la même. V13, il y aura les améliorations sur du plugin vCloud, restauration du tier 2? Non, alors sachez que c'est un sujet VCD. Le problème de VCD, c'est que c'est fini. C'est que VMware, ils ont dit on arrête le développement de VCD, et donc Vim ne va pas investir plus de ressources sur des évolutions dans VCD. C'est End of Life 2027, End of Support 2028, un truc comme ça. Je sais plus, mais en gros, voilà. Donc le support, Vim va arrêter le support de VCD, enfin pas arrêter le support, va pas investir plus de ressources dans le développement. Par contre, ils vont tester le futur qui est censé être VCFA, VCF ARIA Automation, qui est censé être le remplaçant de VCD. Et donc ça, ils sont en train de tester pour le supporter. Tout ce qui est configuration de valeurs comme celle liée aux ingestions S3 se gère comment? C'était des clés de registre, et donc en plus des améliorations pour le S3, oui, il y a la partie conf. On a vu juste avant là, il y avait une partie conf.conf où tu pouvais y importer tes améliorations tes modifications de clés de registre se retrouvent dans les parties conf du host manager. Arrêtez de me poser la question sur la migration. Comment on agrandit le disque? Pour l'instant, ce n'est pas possible. Non. L'extension de disque, c'est du LVM, c'est pas dans l'interface graphique. Ils vont certainement faire un KB, parce que pour l'instant, vu que c'est une V1 et que ça vient juste d'être déployé, ils ont espoir que les gens n'aient pas encore besoin d'étendre, mais ça te prend, quand tu déploies ta VSA, ton disque le plus petit, c'est 256 Go, c'est ton OS, et ton second disque, c'est ton disque de data qui est censé être ton repo. C'est la même chose sur le Just Enough OS, tout ça. Il n'y a pas encore de fonction facile d'extension. Tu ouvres un case au support et probablement ça va partir en ligne de commande sur LVM. Oui, le recording est bien sûr disponible. VCF 9, oui. Ça parle de l'app, je suis désolé, on va pas prendre du temps. Non, Et non. on ne peut pas utiliser la VSA en tant que proxy pour faire du direct SAN. Non. Ni en hot-add, non. Oui, forcément. Ou soit tu fais soit si jamais si tu fais du network mode, qui marche, hein, relativement, si tu as c'est un petit environnement et que tu fais déjà du all-in-one, eh ben tu peux utiliser le network mode, ça fonctionne. Possible d'avoir des infrastructures appliance Oui, sans VSA? voilà. Donc j'avance justement. Le support peut prendre la main en direct sur la VSA. Non, non, on n'a pas de système de prise en main à distance. Non, il n'y a pas de call home comme chez IBM ou quoi que ce soit. C'est pas faisable. Donc Quoique, maintenant, ils y sont déjà quand même. ouais, non, je vois. Just Enough OS. Donc là, on a parlé de la VSA. Vim Software Appliance, c'est VBR déployé sur notre OS maison. Notre OS maison, il s'appelle Just Enough OS. Et donc cet OS, Just Enough OS, vous allez pouvoir vous en servir pour faire d'autres types d'opérations, d'autres installations. Ce Just Enough OS,
GOS, d'accord, il va vous permettre de déployer autre chose que VBR. Donc vous avez l'ISO de VBR, qui lui, la VSA fait vraiment l'ISO, il fait que ça, il fait VSA et Enterprise Manager. Et vous avez aussi l'ISO, vous pouvez trouver dans votre my.vim.com, où vous avez donc Vim Infrastructure Appliance, VIA. J'espère que vous kiffez les acronymes. Et donc les Vim Infrastructure Appliance, on a une infrastructure appliance avec rien dessus qui va vous servir à faire du proxy hot add, à faire du gateway, à faire vraiment des trucs. Je crois que c'est ça, c'est les regular Linux repository ou un accélérateur, proxy, etc. Attention, aucun de tous ces OS, tout ce qui est Just Enough OS managé par Vim, ne gère les type servers. D'accord? Si vous voulez faire du type server, c'est toujours Windows, Linux, custom, c'est le vôtre. Débrouillez-vous avec vos type servers, c'est pas géré pour l'instant dans les déploiements Just Enough OS. Et donc vous pouvez, comme vous pouvez le voir ici, la Vim Infrastructure Appliance gère la partie si jamais vous avez besoin de faire du L'iSCSI ou du NVMe TCP, et du coup le FC n'est pas dedans pour l'instant, j'ai bien l'impression. Et à tester, bon je peux pas, j'ai pas de lab avec du FC, mais voilà, vous avez cette, et normalement il y a les packages qui vont bien pour faire de l'ISCSI et du NVMe, pour pouvoir justement rajouter ces targets là et pouvoir faire du backup de proxy avec cette feature ISCSI ou NVMe TCP. Et également, si vous voulez un Harden Repository, vous vous souvenez, il y avait l'Harden Repository version 2, mais maintenant, il est bundleisé dans ce Just Enough OS. Et donc, vous bootez sur cette ISO, vous installez l'appliance que vous voulez, et vous avez directement accès à tout. Alors moi, j'ai répondu à une partie des questions qu'on a eues juste avant. Proxy hot add égale VIA ou Linux traditionnel. VIA. Le premier, Vive Infrastructure Appliance, c'est Regular, Linux, c'est VMware Proxy. C'est le premier. Donc tu mets ta VSA et à côté tu déploies une VIA standard qui est du coup Proxy VMware par défaut, qui peut être Proxy VMware. Et comme ça, tu as deux environnements managés par Vim qui te permettent de sauvegarder en mode hot add. Le passerelle JOS compatible pour data domain, oui. Oui. On le verra après. Mais tous les rôles data domain DDBoost et HPE Catalyst sont disponibles sur la partie Linux. Est-ce que c'est optionnel ou pas le JOS, hein, et est-ce qu'il est optionnel pour la partie Tu peux toujours déployer ton propre Linux. Alors là, il n'y a aucun problème. Tu prends ton Linux, et tu peux toujours déployer un Harden Repo, tu peux déployer un Linux, un proxy, tu peux gateway, tu peux faire tout ce que tu veux avec ton Linux. Il n'y a aucune restriction là-dedans. C'est juste que c'est toi qui fais les mises à jour, c'est toi qui les maintiens, c'est toi qui fais tout. Depuis la VSA, serait-il possible de déployer automatiquement des VIA? Non, mais Non. on va y arriver un jour. Aujourd'hui, comme les workers HV, les workers, etc., on va y arriver à avoir des workers sur VMware. Si tu as besoin d'un type serveur, il faut forcément que tu aies un serveur Windows ou Linux custom à toi qui soit capable de discuter avec ton type serveur. Apparemment, le mode DAS ou SAN, le mode SAN, donc FC, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il y ait de FC qui fonctionne aujourd'hui en VIA. Est-ce que ça dispose JOS? Oui, vous allez sur my.vim.com, téléchargement et vous avez tout. Dans la partie options, additionnelle, pardon. Additionnelle, vous allez retrouver la partie VIA. Au même titre que les plugins, tout ça, vous allez retrouver le Harden Repository aussi. Alors il y a Salah qui pose une question qui dit que le VIA, vu qu'il y a écrit iSCSI NVMe, ça sous-entend que plus besoin de proxy physique pour le direct SAN. Si c'est de l'iSCSI, tu n'as jamais besoin de proxy physique, parce que iSCSI ça veut dire en réseau. Par contre, si c'était du FC, et si tu encore du FC et que tu dois zoner directement ton FC, ou si c'est du NVMe TCP, je suis quasi sûr que connectiquement, tu es obligé que ce soit ton serveur physique qui soit zoné comme tes ESX sur ton. Donc c'est un serveur physique. Oui, JOS et durci, Disastig, des enfers, tout ça pareil, MFA et compagnie. On n'a toujours pas, Patrick, abordé le sujet migration, parce que vous êtes 40 à l'avoir posé, je vais garder le slide après. Oui, l'appliance V13 en LISO, vous pouvez booter, l'installer sur AHV, je crois qu'il y a quelqu'un a répondu au-dessus que ça a marché très bien. Oui, AHV, XCPNG, Proxmox, ça fonctionne. Voilà, donc je continue sur la Vim Infrastructure Appliance. Donc c'est notre propre ISO customisé de la 9.1. Vous avez la même chose, Host Manager, Updater. Vous pouvez le Vim App Deployer fonctionne si vous voulez rajouter des rôles, Gateway, etc. C'est juste que du coup,
L'install est beaucoup plus petit. Si vous prenez un ISO VSA, c'est genre 16 Go aujourd'hui. Si vous prenez juste l'ISO JOS, c'est 1 giga. Donc voilà, c'est quand même beaucoup plus facile là-dessus. Donc voilà, bah, allez, j'avance dans les slides plus vite. Mais en gros, l'ISO il fait 13 Go, là où l'infrastructure Appliance, elle fait que 1,8. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il y a un troisième ISO, vous pouvez avoir sous la main, qui s'appelle le Rescue Media. C'est si jamais ça plante votre VSA, et ben vous pouvez booter sur l'ISO de Rescue, et vous avez du coup un KB qui vous dit bah, comment vous pouvez relancer les services, regarder les logs, etc. si votre VSA vraiment elle démarre plus. Mais bon, là, j'espère que vous n'aurez jamais besoin de faire ça. Donc pareil, VSA, vous bootez sur l'ISO, vous avez tout pareil, hostname, network, time, host administrateur, security officer, tout pareil sur une infrastructure appliance, donc ça vous permet d'avoir un truc pas mal ISO configuration. Et donc quand vous faites par exemple rajouter un nouveau Linux server, donc vous êtes sur votre VPR en fait, je vais rajouter un Linux server, comme c'est une infrastructure appliance, elle a déjà les certificats et tout qui vont bien, et ben vous pouvez directement utiliser la case connect using certificate base, mettre les composants que vous voulez déployer ou non. Si par exemple il y a juste une SMB Gateway, juste un Store Once, etc. Si vous voulez réduire la surface d'attaque, bah, vous cochez que les composants dont vous avez vraiment besoin. Ça les installe sur votre Vim Infrastructure Appliance en respectant tout ce qui va être disaster, conformité, thumbprint, tout ça. Et vous avez directement un proxy Linux, une gateway Linux qui est parfaitement compatible. Donc ça permet de faire la même chose, Host Manager, on a vu tout ça, je vous ai déjà montré juste avant, on perd pas de temps. Si jamais à un moment vous avez donc par défaut, quand vous déployez une infrastructure appliance, elle est disponible pour être appérée directement avec la fameuse cache qu'on a vue, rôle certificat, etc. Là, on va avoir, si jamais c'est déjà connecté, un repository notamment, et vous allez en Host Manager, vous voyez à quel serveur il est connecté, et ben là vous allez devoir faire create, vous allez faire disconnect, juste au-dessus il y a écrit disconnect, vous allez faire create new pairing code, et sur le nouveau serveur, vous allez faire rajouter le serveur, il va vous demander un code d'appairage pour pouvoir vous reconnecter. Voilà, il y a vraiment une sécurité bidirectionnelle sans avoir à faire du logging, mot de passe, route, SSH, etc. Et donc cette fameux pairing code, vous l'avez en Host Manager, mais également en interface TUI. Minimum System Requirement, que ce soit VSA ou VBR, c'est 4 CPU, 8 Go de RAM. Je crois que VBR, c'est même plus, c'est 8 et 16. D'accord. Si jamais vous voulez mettre sur un serveur physique, il faut que le hardware soit compatible Red Hat. On se fait pas chier, c'est du Red Hat et du Rocky, donc il faut regarder la hardware compatibility list de Red Hat et de Rocky. Et donc si vous faites appel à HP, Dell, Lenovo, bah vous leur dites, moi il faut que ce soit compatible Red Hat. Et dans ce cas-là, c'est pris en charge par le support Vim. Si jamais vous êtes sur du minimum sur du infrastructure appliance, c'est 2 disques de 120 Go, je crois. Il y a pas de multipassing et de SAN support, vous voyez. Donc il y a peut-être du FC pour le backup, ça veut dire le proxy backup, FC, iSCSI, NVMe, TCP, tout ça, ok, proxy de backup. Repository, pas de multipassing, donc pas de support de SAN. Vous pouvez pas déployer un Ardent Repository avec un disque sur une baie dédiée. Voilà la subtilité. UEFI obligatoire et hardware RAID controller obligatoire. Quand vous déployez, si vous déployez ça sur un serveur physique, notamment un Ardent Repository, c'est votre contrôleur RAID qui doit faire les grappes de disque et les volumes. Pas de RAID virtuel. On s'en fout. Donc, si vous avez besoin, vous avez déjà un Ardent Repository aujourd'hui en version 2.0. Passez votre VBR en version Windows, votre VBR Windows que vous avez aujourd'hui en version 13, d'accord. Et vous allez voir que le backup repository, vous allez faire suivant, il n'y aura pas de nouveauté, mais ça va mettre à jour directement le repository. Et là, il va vous faire un warning pour upgrade votre Ardent Repository en version 13. Et donc là, il va vous donner toutes les instructions pour pouvoir upgrade votre Ardent Repository en Linux Ardent Manager, blablabla. Super, 320 personnes, hein, on est stable. Donc, pas de changement, self-manage, d'accord? C'est juste pour vous rappeler que vous pouvez parfaitement, comme en V12, même en V13, déployer votre propre Rocky, Debian, SUSE, Ubuntu, Red Hat ou même Oracle. On a juste viré Alma et on verra après le system requirement qui a changé. Mais voilà, vous pouvez parfaitement déployer vos propres Linux pour tous les rôles qui sont supportés par Linux. Et merci à Boris, du coup, qui nous confirme. Hop, je remets son petit lien du forum post de Anton. Donc via FC Proxy, pas de souci. Bon, tu as répondu à pas mal de choses.
Ah, Ouais, il y a encore des questions à la fin. Ouais. yes, bon, je continuerai après, mais je savais que ça allait être dense. Euh, ouais, ça juste pour que tout le monde l'entende également. Possibilité d'utiliser les Just Enough OS Infrastructure Appliance. C'était un VBR sous Windows? Oui, d'accord? Il n'y a pas de restriction de licence pour l'utilisation des infrastructures Appliance, sauf qu'il faut une licence. Si, si tu n'as pas de licence, probablement Community, et je suis même pas sûr, mais si tu n'as pas de licence, quand tu démarres ton appliance, elle te dit ah j'ai pas de licence, connecte-moi un VBR et si le VBR il a une licence, l'updater c'est ok, on récupère le token et on peut discuter et tout. Mais pour moi il n'y a pas de restriction là-dessus. C'est conseillé pour le support Hugo et on a déjà, c'est un sujet entre nous ça. Je parle de la slide précédente sur l'ajout d'une VIA dans la VSA. Ah oui oui, l'ajout d'une VIA dans la VSA ça marche sur Windows, pas de souci. Voilà, donc on a maintenant 100% on a presque, quasi 100% des vives infrastructures qui sont disponibles sous Linux. Donc on a rajouté le Mount Server, le Guest Interaction de Proxy, le Log Shipping, les Gateway, le One Accelerator, vPower, le SMB NFS, Agent Distribution. Tout ça maintenant, ça s'installe sur Linux. Il n'y a plus aucun composant qui Ah, je dis des conneries parce que le 100%, j'y crois pas trop. Je suis quasi sûr qu'on peut trouver un composant qui soit encore nécessaire d'être sur Windows. Mais vraiment, dans 99% des cas, vous allez pouvoir tout déployer sur Linux. Additionnel feature, ça c'est juste un petit, voilà, bah justement, donc built-in, directement sur le VBR, vous allez avoir un type qui s'appelle built-in repository. Il y a bien l'immuabilité, d'accord, mais ça vous dit qu'il n'est pas hardené. Il n'est pas hardené parce qu'il est directement, il vous le dit, backup server does not provide equal level of protection and immutability, parce qu'il n'est pas il est pas hardené comme l'autre, puisque là, pour le coup, bah, il est quand même sur votre VSA. Vous pouvez l'utiliser, il est built-in, il sera quand même dispo, mais il fera un petit warning pour vous dire que comme il est auto-intégré, il ne sera pas aussi truc. Quand vous avez une VIA ou une VSA, si vous allez dans l'onglet File du VBR, notamment de la console VBR, vous allez voir vraiment une vue très réduite, uniquement sur var, lib, vim, avec juste la partie Yara rules, praise, post, script, etc. Donc vous ne pourrez pas tout casser depuis la vue file. Le Security and Compliance Analyzer, forcément, il évolue avec Linux. Quand vous mettez en Linux, eh ben, va vous donner toute une liste de checks à respecter sur Linux. Et pour répondre à toutes les questions FAQ, et après on verra les questions à vous. Fréquente question, est-ce que je peux faire du VLAN bonding? Yes, on l'a vu. Est-ce que le hardware peut être monitoré? Ah, attention! Pour l'instant, le monitoring se fait out of band, c'est-à-dire que ILO, IDRAC, VMware, ce que vous voulez, mais pas via l'intérieur de l'OS. Il y a une seule façon de le faire depuis l'intérieur de l'OS, c'est avec l'agent Vim1. Si vous avez Vim1, vous pouvez parfaitement monitorer votre VSA et vous verrez l'état des disques, etc. Et Vim1, lui, peut faire des trappes SNMP, peut faire des infos vers votre Nagios, etc. Donc, pour l'instant, on ne peut pas déployer un agent dans la machine. Maintenant, c'est à l'étude, parce que vous avez vu le nombre de questions qu'on a eues et vous n'êtes pas les premiers à poser la question, probablement d'essayer de tester une VSA avec par exemple un node exporteur. Après, il faut que ça respecte Disastig, il faut que ça respecte pas mal de choses et ils vont voir en termes de performance et de sécurité si c'est possible de rajouter un agent de monitoring dessus. Et il n'y aura pas tous les agents de monitoring. On ne va pas s'amuser à les faire tous. Donc voilà, mais ça c'est à venir. Là aujourd'hui, si vous déployez une VSA, out of band, ILO, IDRAC, ou l'hyperviseur si c'est sur une VM, et Vim1. Est-ce que External Fiber Channel SAS pour le hardware repository? Non, pas de multipassing, donc pas de Fiber Channel ou de SAS Storage pour le hardware repository. Le design recommandé pour monitorer une software appliance Just Enough OS, du coup, c'est d'avoir SNMP, SMTP sur la partie base controller pour l'instant. Est-ce que c'est possible d'installer des security software? Non, d'accord. Vous aurez des problèmes de performance et de random problems, notamment de l'antivirus. Sachez que le premier problème au support aujourd'hui, encore aujourd'hui, hein, c'est l'antivirus. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui ne marche pas sur VBO ou sur VBR, dans la grande majorité des cas, c'est l'antivirus qui a bloqué les process. D'accord? Parce qu'il n'y a pas eu les exclusions qui ont été faites. Et quand vous faites des mises à jour, ça ne marche pas, c'est l'antivirus. Quand vous faites des backups et que ça ne marche pas, c'est l'antivirus. Donc vraiment, mettez, s'il vous plaît, les exclusions dans vos antivirus, voire n'en mettez pas. Voilà pour la partie du coup VSA Infrastructure Appliance. Tu as répondu à plein de questions. VCC sous Linux, c'est juste après.
Restauration granulaire sur Windows, est-ce qu'il faut un Moon Server Windows? Non, tu peux avoir un Moon Server Linux qui monte les partitions Windows pour du NTFS. Je crois que si tu as du REFS, il n'y a pas de moteur Linux pour monter du REFS. Probablement, si tu as un système de fichiers que tu backup et que tu dois monter, c'est du REFS, il te faudra du Windows. Est-ce que le Moon Server sous Linux signifie qu'il peut monter sans distinction le file system Windows? Eh ben, écoutez, vous êtes tous alignés ou pas? Francis, Sébastien, envoyez-vous des bisous. Hein. Les deux questions en même moment. Alors, V13, j'en parle tout de suite. Je le reçois par mail. Ok, pas d'agent, ok, mais SNMT, donc non, recoquillé. Recoquillé, bonjour. Pas d'agent, ok, mais SNMP de base sur Linux compatible. Non. Sur l'infrastructure Appliance, vous pouvez rien déployer. Si c'est votre OS Linux, mais vous déployez ce que vous voulez. Faites du SNMP Linux, vous faites des agents, faites ce que vous voulez. Le SNMP Linux, il n'est pas configuré sur l'Appliance aujourd'hui. Pour des raisons de performance. Il faut bien comprendre que c'est la version 1, que le contrôle qualité, il fait ce qu'il peut déjà pour tout migrer. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour migrer en Linux. Voilà, donc ça va évoluer, mais pour l'instant, c'est pas possible. 16h. Eh ben, moi je vous le dis tout de suite, le caout, il sera en retard 17h30, 18h. Hein. Préparez-vous. Vu qu'on Parce qu'on a beaucoup de slides encore, il me semble. qu'on est en train de drifter. Donc, Cloud, bah là, c'est surtout qu'on est censé passer derrière, on est censé déjà avoir fait la pause. Cloud Connect. Cloud Connect reste en Windows. Ok. Vu qu'on n'a pas. Ah oui, j'ai pas adressé la migration. La migration, je vais rester sur le slide d'abord. La migration. On n'a pas encore aujourd'hui la possibilité de migrer de Windows à Linux. Ouais, c'est ça. Donc, quand vous avez une installation Windows, vous faites votre V12 en upgrade V13, eh ben, pour l'instant, il n'y a pas d'outil pour migrer en version Linux. Il y a un post sur le forum d'Anton. Si quelqu'un veut s'amuser à le link, ça m'arrangerait. Il y a un post d'Anton sur le forum qui dit mettez-vous dans la waiting list. Il y a un tool qui va être fait par la R&D. Pour l'instant, il n'y a pas d'outil. D'accord? Nous n'avons pas de quoi migrer. Vous pouvez faire une installation from scratch. Donc, vous pouvez parfaitement partir sur une installation VSA et mapper les listes, pas du tout. Rajouter les repositories et faire un import des backups, recréer des jobs avec des commandes PowerShell, faire un get d'un côté, un set de l'autre. Voilà, il y a plein de façons de le faire, de l'automatiser, mais il n'y a pas d'outil fait par la R&D aujourd'hui pour vraiment faire un import-export de conf et donc une migration de l'un vers l'autre. Et à mon avis, ils veulent attendre déjà de voir si la VSA fonctionne. Parce qu'on va éviter de faire migrer toute notre base installée Windows sur un truc qui marche pas. Ok. Donc vous pressez pas, faites des tests, faites vos nouveaux déploiements, et quand on pourra le migrer parce que ce sera stable et fonctionnel et qu'on aura probablement, hein, bah là on fera la migration de Windows à Linux. Ok. Si, il y a une pause, Alex. J'ai pas encore le temps là, de faire la pause. Il faudra surtout pouvoir le faire sans casser les chaînes de backup. Oui, oui. Oui, bah Mais oui, c'est pas que pour ça. Oui, mais pas que pour ça, parce qu'il faut reconfigurer tous les rôles. Les ports, c'est pas les mêmes. À partir du moment où on est sur VSA, les ports discutent. Il n'y a plus de WinRM, il n'y a plus de RPC. Du coup, les ports de discussion avec vos composants actuels, si vous avez des composants Windows, etc., les matrices de flux, c'est même plus la même. Donc, on peut pas faire juste dire, hey, regardez, fais suivant, suivant, suivant. Tu arrives sur ton appliance, tu peux plus discuter avec ton proxy, tu peux plus discuter avec ton repository. Mais pas les mêmes flux, ils sont pas ouverts, ça casse tout, c'est l'enfer. Donc, voilà, dites-vous que c'est plus compliqué que ça. Donc, Cloud Connect. Cloud Connect, c'est pareil. Comme on n'a pas de chemin de migration de Windows à Linux, Cloud Connect, il reste en Windows. D'accord Et même si vous voulez faire une nouvelle installation Cloud Connect, il n'y a pas d'installation Cloud Connect sur la VSA pour l'instant. D'accord Les tenants, en revanche, ils sont supportés. Et attention, les tenants sont supportés en 13.3x. C'est-à-dire que si vous avez, en 12.3, voilà, minimum 12.3. Si vous avez des tenants qui sont en 12.1, 12.2, et vous mettez à jour votre Cloud Connect, vous ne pouvez plus parler avec eux. Il faut qu'ils restent à minima en 12.3, donc les dernières versions de la version 12. Et forcément, la version 13, c'est supporté tout à fait. En revanche, grosse nouveauté pour Cloud Connect, on va y aller étape par étape. Les Cloud Gateway, vous pouvez les migrer en Linux. Les Cloud Gateway, vous pouvez les migrer sur Just Enough OS. Donc on le fait petit à petit. Vous déployez vos infrastructures appliance, JOS, vous les déclarez comme étant des Cloud Gateway, et ensuite vous
les mettez dans les pools, et vous virez les Cloud Gateway et Windows. Et donc vous commencez petit à petit à avoir du Just-in-FOS sur la partie Cloud Connect. Important aussi, il y a une commande PowerShell qui va être bien utile pour ceux qui ont un Cloud Connect depuis des années. C'est un nouveau flag sur Cloud tenant backup qui permet maintenant de lister tous les backups, inclus ceux qui sont encryptés, etc., par ordre. L'idée, c'est que vous avez peut-être des backups qui sont outdatés et qui sont à des tenants que vous avez, qui sont partis. Il y a peut-être des clients qui sont partis de votre infrastructure Cloud Connect et quand vous avez fait supprimer le tenant, et ben ça n'a pas supprimé les backups. Et vous avez peut-être des trucs qui traînent encore, qui étaient en restore point et pas en jour, en rétention. Donc voilà, nouvelle clé de nouvelle PowerShell. Si vous liste à qui appartient et depuis quand. Et après, vous avez la possibilité justement de faire remove cloud tenant backup en spécifiant le cloud tenant backup objet. Ça vous permet vraiment de remove les orphan backup. Si jamais vous trouvez des gros trucs orphelins, envoyez-moi un mail, ça me fera rigoler. Script, j'en finis avec la partie VSA, après on pourra faire une pause, on répondre aux questions et une pause. Donc, je ferai une vidéo bientôt ce truc-là, mais en gros, j'ai fait un script pour le déploiement automatique de la VSA, mais également de l'infrastructure appliance. L'idée, c'est que tout le setup que vous avez vu, host, IP, config, etc., c'est un fichier qui s'appelle un kickstart sur Red Hat. Et avec mon script, qui marche sur Windows en PowerShell, bref, allez voir, et ben vous allez pouvoir customiser directement dans le script, enfin directement customiser votre ISO. Vous pouvez rajouter directement le password de la VSA, le code MFA, le DHCP, l'IP statique, changer le keyboard, la time zone. Vous pouvez parfaitement rajouter des trucs qui ne sont pas supportés. J'ai testé avec Prometheus et Note Exporter, ça peut le déployer, ce ne sera pas supporté, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez rajouter un service provider automatiquement. Vous pouvez directement tuner votre VBR en mettant un fichier de licence et en mettant en PowerShell notamment la feature syslog. Voilà, donc il y a pas mal de trucs. Et donc si jamais vous avez besoin de déployer la VSA de façon cloudifiée, donc dans des environnements répétés, ou alors un technicien il va aller sur site et il a besoin de l'ISO, il sera pré-paramétré avec des trucs que vous aurez générés dans un KeePass. Voilà, c'est un script qui va vous permettre d'automatiser. Et Philippe a testé, apparemment ça marche bien. Et j'avais vu au-dessus que Cédric aussi avait testé. Donc voilà, jetez un œil, testez. Je suis en train de le mettre à jour avec les différents bugs et RTM qui sortent. Pour l'instant, il est plutôt stable. Et il y a aussi un mode debug qui active automatiquement la partie SSH. Il y a un autre script qui peut être intéressant de Jorge de la Cruz qui permet de faire la rotation de password. Parce que qui dit Disastig dit que le password de votre VSA, il expire tous les 60 jours. Et c'est pas marrant de mettre à jour son password de Vimadmin et Vimso tous les 60 jours. Donc là, pareil, c'est un script qui tourne, qui permet d'interagir avec le HTTP, pas besoin de SSH. Donc ça se connecte aux API du host manager. Il n'y a pas d'API, donc ça discute en HTTP. C'est API privé, mais on s'en fout. Ça discute en HTTP, ça récupère ça change le password du host admin, ça change le password du SO, et ça fout tout ça dans un CSV pour pouvoir l'envoyer à un gestionnaire de password. Enfin, voilà, ça permet déjà de vous donner une idée de comment, dans un environnement industrialisé, faire toute sa gestion de rotation de password pour respecter le Disastig. Ouf. Allez, on fait une petite pause, on répond aux questions. Est-ce que tu as vu des choses, Lolo? Ouais, il y a une question. Alors, j'ai pas trop suivi. Ça veut dire que pour ceux qui ont une infra avec de nombreux proxys et du VCC, il vaut mieux patienter pour migrer, / recréer le legacy et ne dédier une infra en V13 qu'à du nouveau workload. Oui, oui, on peut dire ça. En fait, VCC, ce qui est sûr, c'est que tu touches pas. VCC, tu laisses en Windows. Tu peux déployer, tu peux changer tes Cloud Gateway de Windows à Linux en passant avec le Just Enough OS. Et là, c'est OK. Ton infra VCC, elle va pas bouger. Ton infra VBR, tu peux pas la migrer. Donc, de toute façon, ça sert à rien pour l'instant de te prendre la tête. Soit de faire une infra from scratch, de remapper les trucs, ça peut être relou. Moi, ce que je te conseille, c'est si jamais vous avez des petits déploiements chez les clients, des petits infras, des nouveaux déploiements, des choses comme ça, ou vous, des environnements cloud privés, des bulles dédiées, etc. Là, il n'y a pas de problème. Si vous avez un gros VBR de YAS, il n'y a pas de migration, donc recréez pas une VSA pour tout réintégrer dedans et tout. Vous allez juste vous prendre la tête. Attendez un peu. Nouveau déploiement, allez-y en VSA. Déploiement existant, attendez. Soyez pas trop pressé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce que vous recommandez l'upgrade Windows V13? Moi, je l'ai pas testé perso. J'ai vu quelqu'un qui a galéré au-dessus.
Je suppose qu'il y en a qui n'ont pas galéré, ça va dépendre comme d'hab de à quel point de la complexité de votre infra et si vous êtes si vous avez fait des updates in place depuis la version 7, bah, peut-être que votre VBR il a le cancer. Voilà, si faites de retour d'expérience, s'il y en a qui ont déjà upgrade. Voilà, ça dépend de quelle version tu viens. Je vous dis, si vous avez fait de la 8, 9, 10, 11, 12, bah, il y a tellement de trucs sur votre Windows que souvent c'est le bordel pour mettre à jour, quoi. On peut monter des repos avec des disques REFS. Bah oui, tu peux monter des repos Windows avec des disques REFS. Le REFS, c'est que sur Windows. Voilà, si vous avez des règles d'expérience sur une upgrade en V13, sinon c'est comme d'hab, hein, prenez votre serveur Vim, restaurez-le dans un environnement isolé, testez l'installation de l'update dessus, dans l'environnement isolé, regardez si ça marche. Si ça marche, bah, faites-le en prod, hein.